je pense que vous allez vraiment voir le contenu dans le film, donc je ne vais pas trop vous spoiler. Mais par contre, un mot pour vous dire que d'abord, ça a été 1 an et demi, 2 ans d'enquête pour comprendre les rouages du système de l'homologation des pesticides. Et ce film, c'est le résultat de l'enquête. Et maintenant qu'on a bien compris quelles sont les failles de l'autorisation des pesticides, les failles dans l'évaluation de la toxicité de ces pesticides, eh ben, on essaye de communiquer sur ces failles et de faire changer les choses. Donc il y a un volet plus juridique où on va attaquer en justice pour faire appliquer la réglementation, comme vous allez le voir dans le film. Et il y a un volet qui va être plus de plaidoyer ou politique pour petit à petit faire amener les gens déjà à prendre conscience que la base, on va dire, du problème avec les pesticides, elle vient déjà de là, c'est que leur toxicité n'étant pas testée sérieusement, eh ben, on ne peut pas avoir des produits qui sont inoffensifs pour l'homme et pour la nature en face de nous. Voilà, je crois que je vais vous laisser voir le film, et puis ça dure à peu près 1 heure, et dans 1 heure, on se retrouve avec les autres invités. Ce film date de 2021. Oui, il est sorti en 2021. Il est sorti en 2021 et c'est singulier de le voir ce soir parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais demain il y a une proposition de loi visant à alléger l'interdiction des pesticides qui va être débattue au Sénat. Donc on a eu plusieurs images dans le film montrant la longueur de ce combat et la difficulté à arriver à quelque chose d'effectif. Donc il y a eu des images du mythe de Sisyphe, on voyait ce rocher, il y a eu l'évocation du combat de David contre Goliath. Donc peut-être une première réaction sur ça des différents intervenants. Comment est-ce que vous appréhendez cette proposition de loi portée donc par la droite et les centristes au Sénat, et comment on met ça en résonance avec le côté complètement optimiste de ce film qui rappelle que 90% des Françaises et des Français sont contre l'usage des pesticides et que ça devrait être au peuple de décider. Donc il y a aussi un fort aspect démocratique dans ce film, par l'action de secrets toxiques, mais par également les relais qui sont donnés à ça. Donc voilà, une première question un peu longue, mais peut-être des premiers éléments de questions. Je ne sais pas qui veut peut-être réagir à ça. Bah non, ça c'est... Moi je veux bien dire non, on a plein de choses à dire, c'est juste qu'il faut bien sûr embrayer au début. J'essaie de mettre plein de sujets pour que tout le monde puisse embrayer. En tout cas, moi pour ce qui est de l'action de secret toxique, on a pris une faille qui est celle de dire mais en fait on demande simplement à ce que la loi soit respectée. Et c'est un peu difficile pour des opposants de venir dire ah non, nous la loi on ne veut pas la respecter. Déjà ça c'est une première chose. Et ensuite la deuxième chose c'est qu'on ne se positionne pas non plus comme des anti-pesticides. On dit seulement pour mettre un produit sur le marché on veut savoir quelle est sa toxicité. Et ça aussi c'est un argument qui est un peu difficile à contrer, quoi. Voilà, déjà un petit élément, je vous laisse peut-être poursuivre. On a tous des nuances sur cette question. Il faut bien en avoir conscience. Moi, je me positionne comme anti-pesticide. Parce que je sais une vérité scientifique qui est claire. C'est qu'on ne peut pas et on ne pourra jamais garantir l'innocuité des substances qu'on va répandre dans la nature en quantité où on les répand. On répand des milliers de tonnes de pesticides sur plusieurs années dans la nature et aucun scientifique ne peut et ne pourra jamais garantir que ces épandages seront sans conséquence. Ça, c'est pas quelque chose de neuf ou de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui l'a depuis l'émergence des pesticides, et on a la démonstration de la vérité de la chose en regardant l'impact que ces pesticides ont eu sur la biodiversité en France, ne serait-ce que ça. Traversez la France en voiture, vous verrez qu'il n'y a quasiment plus d'insectes. Regardez le ciel, il n'y a plus d'oiseaux. Et ça, c'est pas théorique, et ça correspond à une vérité scientifique qu'une partie de la communauté scientifique connaît, c'est l'incapacité que la science a de prédire l'innocuité des choses.
c'est extrêmement facile de montrer la toxicité de quelque chose, c'est à peu près impossible de prévoir l'innocuité de quelque chose. Et ce qui fait qu'il y a une nuance qui est perceptible tout de suite, même dans un film comme celui-là, où certains scientifiques, comme le professeur Seralini, pensent pouvoir, en incluant dans de nouveaux tests, en incluant plus de substances, être capable d'affirmer que ce n'est pas toxique et que c'est donc sans problème à l'utilisation. Pour moi, c'est quelque chose de scientifiquement faux. Et avec les conséquences dramatiques qu'il y aura, même d'étendre le nombre de tests réalisés, même en les mettant les plus à jour possibles, et on a participé nous-mêmes à la dénonciation de plein d'imperfections du système, mais même ça ne garantira jamais l'innocuité des pesticides. Alors, je veux prendre la parole, je suis du même avis, en fait, anti-pesticides. Je voudrais juste appuyer ce que Pierre Pestel vient de dire en prenant des exemples très concrets. C'est-à-dire que les tests dont on a beaucoup parlé, et qui sont réalisés pour l'autorisation des molécules, comment ça marche? En fait, ces molécules ou le produit en entier sont testés sur un animal. Donc il y a un premier choix, c'est qu'est-ce qu'on prend comme animal. Donc la plupart du temps, parce que c'est facile pour les laboratoires, on va prendre le rat, la souris. Mais quand on teste par exemple sur un rat ou une souris, ce qu'on peut appeler des effets sur le long terme, une souris en laboratoire, ça vit 2 ans. Alors long terme, ça veut dire quoi? Un homme avec des petites doses d'exposition régulière, c'est plutôt 80 ans. Donc le modèle, c'est quoi? Le bon modèle, on ne l'a pas en fait. Et ça, c'est un premier point. Ensuite, on a la question donc des mélanges, où on a dans la nature en fait 400 à 600 molécules différentes toxiques qui sont répandues chaque année. À ça vient s'ajouter les produits de dégradation, des produits qui ont été déversés les années précédentes. Donc vous voyez que entre la substance unique, le produit dans sa formulation globale, et puis en fait ce qu'il y a réellement dans la nature, 600 molécules déversées chaque année, des molécules différentes, avec parfois des cibles qui sont communes, donc là carrément le phénomène s'accumule, eh bien on est bien loin en fait de ce qu'on peut faire, même en améliorant les tests actuels, on ne sait pas faire tout simplement en fait, et on ne saura jamais faire. Donc il y a vraiment un cap à passer, c'est arriver à se passer des pesticides, et ça marche, on sait, parce que il y a des endroits où l'agroécologie fonctionne très bien. Donc attention à ne pas avoir pour nous une fausse bonne idée, c'est-à-dire améliorer les tests, parce qu'en fait on n'arrivera jamais à faire des tests qui permettent de garantir qu'il n'y a pas d'effet sur l'homme et sur toute la diversité en fait de notre environnement, parce qu'on va faire des tests chez la souris, mais qu'est-ce qu'il en est de l'abeille, du ver de terre? Chaque organisme a une spécificité. Et pour revenir sur cette spécificité, si on prend par exemple 2 mammifères, l'homme et le chat, je vais prendre un exemple très parlant, le paracétamol, qui est une molécule très couramment utilisée, eh bien pour l'homme, ils ont calculé des doses chez l'animal, et déterminer donc en rapport au poids ce que l'homme pouvait. Eh bien un chat, qui est aussi un mammifère, si vous lui donnez en relation avec son poids les mêmes doses que pour l'homme, eh bien le chat il ne va pas supporter ces doses, et il va mourir en fait. Et pourquoi? Parce que le chat a un métabolisme totalement différent au niveau hépatique, et donc c'est une spécificité du chat, mais on n'a pas regardé sur les autres organismes, la multitude d'organismes, et donc
on en arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'on ne sait pas faire. Et donc, il faut passer à autre chose. Voilà, moi, je vais quand même renchérir un peu sur, sur la question des failles de l'évaluation du risque, parce qu'on a vu dans ces documentaires, on a vu quand même toute une série de failles très importantes qui ont été dénoncées, mais il y a quand même beaucoup d'autres aussi qu'il faut considérer, qui montrent quand même comment ces systèmes d'évaluation est tout sauf performant pour l'instant. Et par exemple, si je prends l'angle, la perspective de l'évaluation des risques pour les pollinisateurs, nous avons deux types de failles, des failles, je dirais, scientifiques et des failles qui sont quand même administratives ou procédurales. Les failles scientifiques, donc déjà on arrive avec un système d'évaluation qui est totalement obsolète par rapport aux pollinisateurs et donc qui a été déjà en 2012 dénoncé par l'EFSA, qui, comme nous l'avons vu, est l'autorité pour la sécurité des aliments en Europe, dénoncé comme un système totalement défaillant et obsolète. Il a eu une opinion scientifique de l'EFSA. L'EFSA a ensuite publié un document d'évaluation plus performant, à jour, pour permettre de combler une partie de ces failles. Et ces documents d'orientation, qui étaient meilleurs par rapport aux précédents, et depuis 2013, n'a jamais été adopté au niveau européen. Et il a été bloqué par un comité qui est le comité clé pour toutes les décisions qui concernent les pesticides en Union européenne, dont les noms barbares SCOPAF veut dire Standing Committee for Plants, Food and Feed, et c'est les comités qui décident à peu près tout ce qui concerne les pesticides ou les OGM en Europe. Et donc, il est impossible de savoir pourquoi ces comités ont bloqué depuis 2013 des lignes de directrices d'évaluation du risque qui étaient quand même beaucoup plus performantes de ceux qu'on a aujourd'hui actuellement en vigueur. Nous, en tant que Pollinis, nous sommes battus, nous avons fait une demande d'accès aux documents. Cette demande d'accès aux documents a été refusée par la Commission européenne. On a saisi la médiatrice européenne pour essayer de comprendre pourquoi de ces refus. La médiatrice européenne nous a donné raison et a recommandé à la Commission européenne de nous faire parvenir les documents à travers lesquels on aurait pu comprendre quels États membres bloquaient et les raisons de ces blocages. Et malgré les recommandations de la médiatrice européenne, la Commission européenne a refusé de nous donner accès à ces documents. Nous avons alors fait un procès à la Commission européenne pour essayer de faire avancer les choses et de demander l'accès à ces documents. Et en septembre 2022, le tribunal européen nous a donné raison et il a ordonné à la Commission européenne de nous faire parvenir ces documents, et considérant que c'était le droit de tout citoyen d'avoir accès à ces informations importantes et vitales pour l'intérêt public. Et la Commission continue de ne pas nous faire parvenir ces documents. Donc voilà, je raconte cette petite anecdote pour montrer qu'il y a quand même un problème scientifique évident, dont on va parler après, mais il a aussi un problème procédural, un problème d'opacité des règles, qui déjà les règles sont tellement complexes, il faut des années pour comprendre comment ça se passe. Mais après, même quand on a des petites avancées, comme c'était cette mise à jour pour les lignes directrices de l'évaluation pour les abeilles, et bien cette mise à jour est bloquée. Et nous, les citoyens, nous n'avons pas le droit de comprendre pourquoi, qui bloque et pour quelles raisons. Et donc là, ce sont des raisons, je dirais, extra-scientifiques
qu'ils ont également un poids important, voire plus important parfois que les problèmes scientifiques, que eux, ils sont quand même multiples aussi. Si je parle de problèmes scientifiques, enfin l'EFSA, il a 3 jours, le 11 mai, vient de publier des nouvelles lignes directrices, enfin à jour par rapport au schéma d'évaluation obsolète qui remonte à des dizaines d'années et que c'est le système d'évaluation qui a permis de faire passer les néonicotinoïdes, etc. Parce que justement, il incluait presque aucun test fondamental pour les pesticides de dernière génération. Et encore une fois, donc, enfin, des nouvelles lignes directrices à jour ont été publiées il y a 3 jours. Est-ce qu'on peut s'y réjouir? Eh bien, pas vraiment. Pourquoi? Parce que, encore, tout un tas de tests manquent, et notamment les tests sur la toxicité sublétale, donc toxicité que n'étudie pas, ne comporte pas une mortalité directe, mais quand même un impact délétère sur des fonctions vitales des insectes, comme par exemple la reproduction. Donc si la reproduction est impactée, évidemment les populations s'effondrent. Et donc, encore une fois, tout un tas de tests manquent à ces lignes directrices. On a aussi un autre problème de détail énorme qui a déjà été évoqué avant, et c'est celui du mélange de pesticides. Dans les documentaires, on parle donc du mélange à l'intérieur d'un produit. Et en réalité, les systèmes d'évaluation se fondent sur une approche qui est appelée une évaluation, un produit, une évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impact des pesticides est évalué substance par substance, comme si un organisme était exposé seulement à une substance à la fois. Quand nous savons que ce n'est pas du tout la réalité, Paul l'a expliqué très bien, une pomme en agriculture conventionnelle reçoit une moyenne de 35 traitements par an. Donc imaginez qu'une abeille ou un arthropode non ciblé puisse avoir seulement un pesticide, l'impact d'un pesticide est absolument irréaliste. Et ça, c'est un énorme problème qui ne va pas être résolu avec ces très modernes lignes directrices qui viennent d'être publiées, parce qu'encore une fois, l'approche va être celui d'une substance par substance, un produit, une substance, comme si on n'avait pas des centaines de métabolites, des produits de dégradation et des molécules qui se retrouvent dans l'environnement et qui interagissent entre eux et ont un impact cumulé sur les organismes. Et voilà, ça c'est pour évoquer quelques problèmes. Après on a les problèmes des espèces représentatives. Alors encore une fois, nous testons, évidemment on ne peut pas tester toutes les espèces, mais les espèces qui sont testées ne sont pas les plus représentatives, ne sont pas les plus sensibles, et donc encore une fois on se retrouve dans une situation où les espèces plus vulnérables, on n'en sait rien de ce que se passe pour ces espèces-là, parce que nous testons seulement certaines espèces qui ne sont pas ni les plus sensibles ni les plus vulnérables. En ce qui concerne, je parle des arthropodes par exemple. Voilà, je pourrais continuer, je m'arrête.